Bonjour, bonjour et bienvenue en ce vendredi 4 janvier, 4 février, voilà, je suis en retard d'un mois déjà, 4 février 2022, mesdames, messieurs. Donc aujourd'hui, vous avez les salutations de toute l'équipe qui m'accompagne au studio 7, la régie dirigée aujourd'hui par Saïd Bouhadjoum et puis Radia Meriem Akek aux commandes justement du contenu de cette émission qui comprendra aujourd'hui un hommage, un vibrant hommage et aussi évocation du parcours exceptionnel d'une personnalité emblématique du football algérien. Il nous a quittés, c'était la légende Zouba, c'était un avant-hier et hier une oraison. Également des obsèques dignes des dirigeants de ce monde lui ont été accordées, donc c'est dire un peu la grandeur de cette personnalité et qui méritait justement cet hommage dans notre émission aujourd'hui. Dans Bonjour d'Algérie ce matin, nous aurons tout un volet consacré à la santé avec la présence justement du docteur Benachenhou qui reviendra sur la consommation irrationnelle, non pas rationnelle mais irrationnelle des médicaments et des traitements. Actuellement, il y a un usage abusif des médicaments. Il y a aussi ce qu'on appelle l'automédication qui prévaut à l'occasion de cette pandémie justement et de cette quatrième vague qui sévit toujours. Aujourd'hui, nous en parlerons avec détail avec Dr Benachenhou et puis nous reviendrons sur cette journée mondiale consacrée à la lutte contre le cancer. Nous sommes le 4 février et cette journée a été choisie par l'OMS pour justement fédérer l'ensemble des efforts, que ce soit dans les structures ou les institutions gouvernementales ou non gouvernementales. Donc le concours de tous est de mise pour éradiquer, pour lutter contre les différents cancers. Et c'est bon de le rappeler aujourd'hui avec notre invité qui n'est autre que la présidente de l'association Nour Ad-Doha, pionnière dans ce secteur en particulier, Madame Guesmi en l'occurrence. Dans cette émission, nous parlerons encore de société civile, nous parlerons encore d'associations, mais cette fois-ci dans le volet environnemental avec Kenza Nechar qui viendra nous parler du rôle et de la manière dont la société civile peut impacter le secteur de l'environnement ici ou ailleurs également. Dans cette matinale, nous aurons également le plaisir de recevoir la présidente d'une autre association, une association algéro-vietnamienne. Et oui, il existe justement une grande histoire d'amour entre notre pays et le Vietnam. En l'occurrence, il y a aussi une similitude dans la lutte anticoloniale car ce sont parmi les guerres et les révolutions les plus réputées au monde qui ont été menées dans ces deux pays frères. Donc aujourd'hui, Yamina Mihoubi, présidente de l'association algéro-vietnamienne, nous parlera des actions les plus récentes de son association. Merci encore une fois, un réveil tout en douceur. Je vous souhaite vraiment d'agréables moments durant ce week-end et justement pour s'enquérir un petit peu de l'état du ciel ou du climat, on va tout de suite suivre Mina Abed pour un point météo, oui bien sûr, j'allais dire point d'actualité. Merci. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليز نصنع المستقبل. Cette fois-ci, c'est la bonne. Bonjour Mina. Bonjour. Ça va? Ça va. Bien. Un bon réveil, j'espère. Excellent. Excellent. Comme chaque vendredi. Oui, ben, je vous souhaite aussi que la journée soit dans cette continuité, ce sillage, Inch'Allah. Mais oui. Elle s'annonce belle, non? Le ciel était un peu dégagé ce matin. Oui, ça va continuer. Ouais. C'est une bonne nouvelle, plutôt. Oui. C'est une très bonne nouvelle. Oui, Avant la reprise. pour le week-end, en fait, on aime bien la pluie, mais le week-end, Oui, mais bon, là, c'est on a besoin peut-être de sortir. On a besoin de sortir, surtout que c'est la reprise. Oui, L'école. dimanche. Oui, Voilà, tout à fait. donc autant en profiter. Dernier week-end pour les familles. Tout à fait. Alors, Tout à quel fait. temps va sévir? Quel temps va-t-il faire justement à travers le pays? On va le découvrir tout de suite. Alors bonjour à tous, excellent réveil, quelques nuages bas, un ciel plutôt dégagé, voilé tout au long de la journée sur l'ensemble des régions nord. Sur la partie sud, on notera quelques passages nuageux, mais pas grand-chose. Sur le sud-ouest, là ça aura le Sahara central, le Sahara oriental, un ciel dégagé vers l'extrême sud, le Gard et le Tassili. À noter de fréquences sous la main de sable, notamment vers l'extrême sud.
le long des frontières algéro-maliennes, le Sahara central et le Sahara oriental. Les températures de cet après-midi, eh bien, on trace sur la moitié nord des températures plutôt agréables, avec 23 degrés du côté d'Oran, on notera 22 degrés à Tizi Ouzou, 23 à Hanaba, on notera 21 degrés du côté d'Alger et Djelfa, un minimum de 18 degrés à Al-Bayad et Hama. Sur la partie sud, on notera 22 degrés à Ilizi, 19 à Janet, 22 degrés à Tamarasset, 24 à Adrar, 25 à Insalah et enfin 28 degrés, ça sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on notera une mer plutôt calme à l'ouest du pays, peu agitée sur le centre et l'est avec des vents entre 10 et 30 km/h vers la partie ouest, entre 20 et 30 km/h sur le centre et enfin entre 20 et 40 km/h vers la partie est. On passe tout de suite à l'Afrique du Nord pour cette journée, un ciel dégagé à Niamey et N'Djamena. Un ciel assez couvert, en revanche, avec possibilité de quelques pluies, notamment à Khartoum, un ciel voilé au Caire. Côté Mercure, on notera 19 degrés à Tripoli, 17 au Caire, 30 à Khartoum, 31 degrés à N'Djamena et enfin 32 degrés à Niamey. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci Mina. Merci pour cet éclairage. Je vous souhaite une agréable journée également. Pareillement. Voilà. Bonne journée. Donc, le public et les téléspectateurs vous retrouveront dès midi et puis le soir aussi à 19h. Tout à fait. Voilà. Tout à Deux fait. autres points. Météo vous attend, mesdames, messieurs. Je vous souhaite encore une fois, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, un excellent week-end, un bon réveil, le plus agréable si vous venez de nous rejoindre, si vous venez de zapper. Alors, tout de suite, on vous offre une petite chanson ainsi qu'Amina Abed ici présente. Donc, quoi de mieux que celle qui adoucit les mœurs pour démarrer. Alors, c'est de la voix de Anwar qu'il s'agit au démarrage de cette émission. Il interprète un Madih Dini tout de suite.
Voilà, ravi de vous retrouver en ce vendredi. Donc, je vous souhaite une agréable journée. Et puis, tout de suite, on va parler santé avec le docteur Benachnou. Donc, Fethi Benachnou vient de me rejoindre. Il porte encore son masque aujourd'hui. Donc, même sur le plateau. Hein? Même partout, il faut le porter. Partout. D'accord. La situation, et vous m'entendez là, j'ai une voix assez... Ça va, peu importe, et on arrive à l'entendre même à travers le masque, effectivement, docteur. Mais on va manquer votre sourire qui dégage énormément de sympathie. Profitez-en là, comme ça. Voilà, et on revient. Voilà. Voilà, très bien. Docteur Benachnou, donc voilà, aujourd'hui encore, on va parler de cette pandémie, de la coronavirus, du Covid-19. Voilà, toutes les appellations sont de mise aujourd'hui pour parler cette fois-ci d'un aspect qu'on n'a pas encore évoqué, la consommation irrationnelle des médicaments pendant cette pandémie. C'est vrai que c'est un peu le sujet qui tourne en ce moment. Eh bien, pour vous dire, je remercie cette pandémie de coronavirus avec une pensée émue pour ceux qui sont décédés. Ils nous ont quittés, effectivement. Et ils nous ont quittés, Allah yarhamhum, ça c'est... Mais quelque chose, malheur est bon. Cette pandémie du coronavirus a pratiquement éclairé comme un projecteur certains comportements. Absolument. Le coronavirus est venu éclairer à fond une situation. Eh bien, souvenez-vous, et ça va me permettre de rendre hommage au professeur Hellali, qui était au Centre national de pharmacovigilance et de matériaux-vigilance, qui est un organisme qui dépend du ministère de la Santé. Et j'ai eu l'honneur d'être formé, d'être à ses côtés. Et il a formé pas mal de médecins contre justement cette consommation irrationnelle du médicament, qui n'est pas née avec le coronavirus, mais qui était... Oui, ce sont des réflexes qui remontent à loin. Catastrophiques, qui remontent à loin. Ne serait-ce, et on le dit, sur ce plateau même, on le dit, ça fait, il y a une catastrophe, c'est la consommation du paracétamol, qui est un médicament, pas lui, la façon de le consommer, la façon de le prendre, la façon d'y avoir recours, le paracétamol. Les enfants connaissent les paracétamol en Algérie et qui donne à la longue un cancer du foie, qu'on appelle la cirrhose médicamenteuse du foie. Et on laisse passer toutes ces histoires de vitamines, toutes ces... alors là, le pire, c'est les plantes, on appelle ça... Oui, la médecine parallèle. Ou justement... Parallèle. Oui. Mais par exemple, la médecine par les plantes, au Canada, les soins par les plantes sont enseignés à l'université, à l'école de médecine. Tandis que là, je vis au niveau d'Alger, au niveau du centre, baladons-nous à travers la rue, on a des magasins très modernes. De phytothérapie un peu tout dans les coins de rue, dans tous les coins de rue. J'ai toujours été choqué, j'ai vu une fois une sorte de vase assez grand, avec une plante dedans, les feuillages tout rouillés, tout noirs, tout rabougris. Et il y avait une petite étiquette, comme celle qu'on a à l'école, et qui marquait « lutte contre le diabète ». Contre l'amaigrissement, pour grossir, pour être viril, pour avoir des enfants. Je crois que le Covid n'a absolument rien à voir dans tout ça. C'est une libéralisation qui ressemble à une anarchie et n'importe qui peut prendre. C'est vrai que les petites bourses ont tendance, c'est vrai, à éviter les médicaments qui sont peut-être coûteux et qui se rabattent sur cette alternative en se disant ouais, je vais quand même me soigner ou soigner. Voilà, il y a quand même des familles très pauvres qui essayent d'aller, mais il faut dire que c'est pas toujours efficace. Là où le bas blesse et qu'on va droit au mur, c'est qu'un médicament est un produit chimique qui doit avoir, et là excusez-moi, je vais utiliser les termes médicaux, il doit avoir une indication. Indication posée par un examen médical qui a posé un diagnostic.
Tandis que là, on a recours, je vous cite un truc classique et les téléspectateurs vont comprendre. Une maman ou un monsieur rentre dans un cabinet, ah docteur, j'ai une angine. Le médecin, mais c'est ça, il prend Lui qui doit diagnostiquer. il doit diagnostiquer, mais hélas aussi, certains médecins, sur la déclaration, j'ai une angine, en avant pour les antibiotiques. Et les antibiotiques, c'est une catastrophe. Oui. Autre chose, on a les hémorroïdes. Les hémorroïdes, c'est très important de les diagnostiquer hémorroïdes. Vous savez qu'il y a un malade qui a été traité pendant presque 5 ans pour hémorroïdes, alors que c'était une tumeur qui évoluait. Une tumeur maligne qui attaquait son organisme. Oui. Et j'ai dit, l'indication d'un médicament pour soigner une maladie, lorsque cette maladie est diagnostiquée, c'est-à-dire après examen clinique, après exploration, après on pose un diagnostic et voilà le médicament. Là maintenant, on a le médicament, c'est comme ça. On revient maintenant à ce projecteur. Cette pandémie, comme vous dites, a mis tout l'accent sur ces comportements, ces mauvais comportements du consommateur qui existaient algérien. avant. Voilà des patients algériens qui versent dans l'automédication. On assiste aujourd'hui à tous ces patients qui vont vers l'officine, qui donnent leur liste de médicaments et qui se font servir. Et qui se font servir. Et qui se font servir. Le protocole de lutte contre le coronavirus étant connu par rapport à un ami, un parent, etc., on va et on se l'approprie. Qu'est-ce que pensez-vous de cette attitude, C'est une docteur? catastrophe. Catastrophe sur la santé humaine. Tout produit médicamenteux, le plus banal, du moins il n'y a pas de produit médicamenteux banal, il est banalisé par le oui-dire et beaucoup de choses. Deuxièmement, ça c'est un drame au niveau économique. Au niveau économique, cette consommation irrationnelle, abusive, elle va peut-être créer des maladies. Et on va citer le cas, pour vous les parler de la pandémie, le cas des anticoagulants. Je reste dans ce terme qu'on appelle L'Ovenox qui devient un petit peu connu, parce qu'on n'en a jamais entendu parler avant. C'est un anticoagulant qui n'était pas connu. On connaît l'Aspégique, on connaît... Voilà. Mais là, hop, il est au devant de la scène et tout le monde le cherche. Tout le monde le cherche, tout le monde le demande, parce que là, c'est la faute des médecins, c'est la faute de l'absence d'information médicale et que il n'y a pas de traitement au sens stricto sensu du coronavirus. Ce qu'il y a, c'est... Docteur Benhachenou, retenez cette idée, s'il vous plaît. On va tout de suite suivre un reportage réalisé par Fella Bennour autour de cette question du Lovenox et de cet anticoagulant et actuellement cette crise qu'on vit un petit peu dans le pays. L'Ovenox, ce fluidifiant sanguin essentiel dont le protocole du traitement de la Covid-19 se fait rare à chaque pic et durant toute vague de coronavirus. Un constat observé auprès des pharmaciens de la capitale. Il n'est pas disponible dans les officines, mais on se débrouille comme on peut pour avoir le Lovenox. C'est une situation qui me rend vraiment triste. Ce sont les distributeurs qui stockent ce médicament à leur niveau et cela impacte la disponibilité de ce médicament. Des équipes sont mobilisées sur le terrain pour veiller au bon fonctionnement de la distribution des médicaments. Objectif, mettre fin à la spéculation. Au premier lieu, nous leur adressons un avertissement. Par la suite, la sanction peut aller jusqu'à la fermeture provisoire et le retrait de l'agrément d'exploitation. C'est dans cette usine spécialisée dans la production des médicaments génériques que sont fabriqués les fluidifiants sanguins, une unité de production qui répond aux besoins du marché national du médicament. Nous avons réquisitionné d'autres unités pour augmenter la production du Varenox. En ce qui concerne la matière première et les articles de conditionnement, ils sont disponibles. Nous avons produit et distribué 21 millions de doses. Nous sommes même arrivés pendant le mois de janvier dernier à produire 3 millions de doses.
La croissance de la consommation de ce médicament a engendré une perturbation. Grâce à la production nationale, nous avons pu atteindre 20 millions d'unités. En 2021, nous avons élaboré un programme pour l'importation de plus de 4 millions d'unités et pour cette année, tous les programmes d'importation ont été accomplis. Afin de faire face à la pénurie du Lovenox et d'autres médicaments, mettre de l'ordre dans le domaine pharmaceutique s'avère une urgence absolue, voire même vitale. Et il était aussi vital de notre part d'alerter par rapport à cet aspect en particulier, donc ce déséquilibre engendré par une consommation massive de Lovenox. On va en parler aujourd'hui avec Fethi Benachenou. Docteur Benachenou, est-ce qu'on peut justement se prescrire soi-même ce médicament, aller à l'officine et l'acquérir sans le passage par la consultation médicale? Voilà le scandale. Voilà ce qu'a éclairé le projecteur Corona. C'est qu'il y a une consommation. Moi, je proposerais un nouveau nom dans le dictionnaire, pire qu'irrationnel, dangereux, atroce. Chaque médicament est un produit chimique. Lorsqu'il entre dans le corps, a un impact sur le fonctionnement. Disons le Lovenox. Quel est l'impact justement de Lovenox? Alors, ce reportage qui est bien, mais il est à tendance juridico-commerciaux. Oui, tout à fait. Mais parlons un peu du côté médical. Au côté médical. Et c'est ça ce qu'on doit comprendre en Algérie. Qu'est-ce que le Lovenox, justement? Qu'est-ce qu'il apporte? Le Lovenox, c'est un médicament qui est important. Il faut savoir, et je vais généraliser, on a la circulation sanguine. Le sang qui coule dans nos veines et dans nos artères, et il répond à des normes physiologiques naturelles. Il ne doit pas être trop concentré et il ne doit pas être trop fluide, trop coulant. Et il répond à des normes de coagulation, des facteurs, il ne faut pas s'étaler sur ça. Donc, le Lovenox, parce que le coronavirus, on a noté chez des malades, lorsqu'il est en train d'envahir le corps et de détruire le corps, la première des choses, on a noté, au-delà de la fonction respiratoire, il y a la fonction de circulation du sang. Il a tendance à coaguler le sang. Donc, lorsqu'on est bien conscient, lorsque le malade est hospitalisé, lorsqu'il est suivi, on donne le Lovenox pour éviter cette coagulation qui donnera des thromboses, c'est-à-dire des thrombus et tout ça. Oui. Donc c'est dans un moment très particulier de prise en charge médicale et diagnostique. Et pas pour tous les patients, c'est ce que je voulais. Pas tous les patients, c'est pas moi, je suis voilà, sain de corps et d'esprit, je ne vais pas prendre systématiquement le Lovenox. En revanche, si je suis hypertendue par exemple, docteur, et contredit, voilà. Il y a l'accouchement, juste après l'accouchement. Oui, une femme, il y a des risques, on donnait du Lovenox sous surveillance à l'hôpital. Ça, c'est quand on parle d'indication thérapeutique, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que lorsque l'indication thérapeutique est posée, c'est-à-dire lorsque c'est diagnostiqué, lorsque c'est suivi, tous ces éléments-là. Mais là, maintenant, c'est... Et puis l'indication médicale, justement, par rapport à ce médicament en particulier, nécessite aussi le recours à des analyses médicales. C'est-à-dire qu'il faut d'abord analyser le sang, voir un peu le taux des dimères pour pouvoir justement qu'est-ce que ça veut dire décider il y a des normes. Notre sang maintenant, alhamdoulilah, il circule selon des normes. C'est comme une glycémie, ni elle est trop haute ni elle est trop basse. Le sang, ni il est trop fluide ni il est lourd. Là c'est un suivi en prenant le Lovenox. C'est à des doses ajustées. On voit je vous ai dit que c'est quand on est dans une salle de réanimation, à l'hôpital, diagnostiqué, suivi, contrôlé biologiquement, à ce moment-là, au fur et à mesure. C'est pas nous, et puis si le médecin décide de l'attribuer à un malade ou de lui prescrire c'est en fonction de son état. C'est en fonction de son état, en fonction d'un bilan sanguin qui doit être fait en amont et non pas comme ça systématiquement. Donc cet appel
que nous lançons aujourd'hui s'adresse autant aux praticiens de la santé qu'aux citoyens qui nous suivent ce matin et qui ne connaissent pas trop un petit peu le protocole actuel. J'aimerais inciter... C'est vraiment la dernière idée qu'on va transmettre. J'aimerais inciter sur un truc, que l'on tire les conclusions sur l'importance de l'éducation et de l'information sanitaire des citoyens qui sont livrés à eux-mêmes. S'il y a bien un pays où l'accès aux médicaments est... n'importe qui, maintenant je sors, je vais dans une pharmacie, je crois que ce qui est important... Normalement, il faut réglementer tout ça. Il faut réglementer et surtout mettre le paquet sur l'éducation sanitaire, la prévention et expliquer aux gens, éclairer les gens, ne pas balancer comme ça des noms de médicaments. En tout cas, c'est le rôle un petit peu des médias de le faire. Vous le faites si bien, Dr Benachenou. Je pense qu'on reviendra encore sur cette question des médicaments, peut-être dans les prochains rendez-vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci et pour on cet salue éclairage. nos collègues qui sont absentes, oui, et qui luttent contre le coronavirus ou la coronavirus, à l'instar de Amal Almi et donc de Nourlouda Bouzgaou, que je remplace aujourd'hui. Prompt rétablissement à toutes nos amies et à tous nos amis. On leur fait un petit coucou. Voilà. Merci, docteur. Je sais que vous êtes très attentionné, autant que les membres et bénévoles de l'association Nour Doha, dont la présidente sera parmi nous tout à l'heure. Mais avant, plantons un petit peu le décor avec ce reportage signé Mariam Damis, donc, qui parle un peu de la journée de lutte contre le cancer. C'est à Oran que ça s'est déroulé. Le centre anti-cancer Emir Abdelkader est considéré comme une lueur d'espoir pour les malades et leurs familles qui viennent de plusieurs wilayas du pays à la recherche d'une prise en charge qualitative, notamment en ce qui concerne le traitement des tumeurs en radiothérapie assuré par un staff médical expérimenté. Tous les moyens sont disponibles et l'accueil est vraiment à la hauteur. 2018 Je me soigne ici depuis 2018 et tout se passe très bien. J'ai fait la radiothérapie, la chimio et je me sens bien. Dans ce service, nous disposons d'environ 42 lits et 2 hôpitaux de jour, chacun d'une capacité de 20 fauteuils. Notre capacité journalière est estimée entre 70 et 90 séances, sans compter les urgences qui fonctionnent 24 heures sur 24. Au centre hospitalier Dr Benzerjob, les travaux d'extension du service de radiothérapie ont pris fin. En attente d'équipement, sa mise en service est prévue dans les prochains mois. Il participera à réduire la surcharge au niveau des hôpitaux. Actuellement, les travaux sont à 90% en attendant la réception des accélérateurs lumière qui seront réceptionnés vers le mois de juin. Tous ces projets ont pour objectif d'améliorer la qualité de service et des prestations proposées aux personnes atteintes de cancer, dont 50 000 cas sont enregistrés chaque année à travers le territoire national. Et bien sûr, c'était incontournable pour nous de ne pas inviter voilà, Madame Gasmi, qui est une pionnière dans cette lutte contre le cancer à travers une association qu'elle a créée il y a beaucoup d'années en arrière. 2002, voilà. En 2002 est née Nour Doha. Et bienvenue à Madame Samia Gasmi pour justement marquer cette journée qui fédère tous les efforts. Merci, c'est une journée mondiale. Bonjour, merci pour Canal Algérie, pour la considération et toutes les invitations qu'on est dans le parcours à Canal Algérie. Très bien, alors cette année, donc l'OMS a choisi de placer, la lutte contre le cancer sous le thème prévention et diagnostic. Bon, prévention, diagnostic précoce. Alors, la prévention, c'est une éducation, de passer des messages à tout le monde, de faire comprendre, alors que tout le monde maintenant connaît c'est quoi le cancer. Oui, tout à fait. C'est connu, hein, écoutez, ça fait... Il continue aussi de faire peur. Très bien. Si je reviens des années où on n'est pas encore né, les années 1934, c'est Pierre Marie Curie qui ont découvert le cancer. Moi, je l'ai appris ça au lycée. Oui, sur la science. Ils ont découvert le cancer sur quoi? Sur une bestiole. Voilà. Et puis, ils ont commencé les recherches, et ça a pris l'ampleur avec tous les grands, c'est-à-dire scientifiques. C'est quoi le cancer? Et là, on continue à combattre cette maladie qui fait peur.
Oui, voilà, cette maladie qui fait peur. bon, c'est vrai que on ne connaît pas l'origine d'un cancer. Non, parce que jusqu'à ce jour, on ne se l'explique pas. Mais l'humanité a subi des mutations importantes. Bien sûr, c'est évident. Voilà, le nucléaire s'est répandu dans l'univers, dans la planète, dans la stratosphère, dans le monde entier. Dans le monde entier. On sait aussi que l'alimentation a changé. L'alimentation, si on revient pour l'alimentation, avant, elle était toute fraîche et naturelle. Oui. Maintenant, l'alimentation, elle est plus naturelle. On pousse l'alimentation à pousser, à prendre de l'ampleur, et puis hop, elle sera sur le marché. Alors la belle chose, les belles légumes, tout ce qu'on voit, les jolis fruits. Mais si on vient, il y avait la période, chaque période, il y avait les légumes, il y avait les fruits. Voilà. Oui. Alors, si je reviens encore à Pierre-Marie Curie, ils ont fait beaucoup de temps pour découvrir le cancer, pour plusieurs années. Et comme maintenant, la science, elle a pris de l'ampleur avec des grands chercheurs, et ça reste toujours un tabou, le cancer qui est là, on le découvre trop tard. Je dirais, des personnes qui sont cultivées de nos jours, ils disent, bon, j'ai mal au sein. Ah, le sein, c'est le cancer, je vais me faire m'examiner, je vais voir un médecin spécialiste. Il y a autre chose qui est aussi importante, c'est le problème d'hématologie. L'hématologie, si on part, que ce soit ici dans la capitale ou ailleurs dans d'autres wilayas, et bien sûr, toujours le sud. Alors, je parle parce que demain, je vais sur Sétif. Très bien. C'est la journée du lymphome. Le lymphome, on ne le découvre pas. C'est la fatigue. Oui. C'est l'amaigrissement, c'est la transpiration, c'est des douleurs. Et là, si vraiment la personne, et on commence à prendre des tisanes... Ce sont un peu des symptômes qui sont aussi très courants en période de pandémie. Parce pandémie, non, je ne parle pas de la pandémie, je parle bien avant. Je sais, mais la pandémie, ça va peut-être dérouter certains malades ou certains praticiens de la santé aussi. Oui, mais si je reviens à des années précédentes, le lymphome, un malade, quand il va aller chez un médecin généraliste, il lui prescrit une ordonnance. Bon, il revient dans la même condition, l'état, et là, il continue. Alors non, il faut explorer cette patiente. Ce patient ou cette patiente ou cet enfant, parce que l'hémato, ça touche tout âge. Et il est préférable de l'orienter vers un service spécialisé. Tout à fait. À travers son bilan sanguin. Oui. Ça vous dépasse, orientez-le chez votre confrère. Et on avance la maladie qu'elle va être prise en charge dans les médias, que maintenant on a les moyens, et croyez-moi, à ce jour, on a toujours des soucis. Même si on est sain, mais voilà, de corps, si on a une bonne santé, il est préférable d'ailleurs de procéder à un diagnostic et aussi à des prélèvements sanguins une fois par an. Tout à fait. Donc un bilan sanguin général. Tous les 6 mois pour les bilans sanguins. Tous les 6 mois, tous les ans, parce que c'est vrai que voilà, l'Algérien, c'est connu, il est un peu récalcitrant. On en parlait tout à l'heure avec le docteur Benachenou. Voilà, il n'aime pas trop aller chez le médecin, il n'aime pas trop... c'est connu quand même. Donc, une fois par an, c'est déjà très bien de pouvoir faire un bilan sanguin, de voir où en sont nos plaquettes, où en est notre hématologie, où en est notre ferritinémie. Donc, voilà, voir un petit peu l'état de santé générale du corps. Voilà. Il faut dire que l'OMS, si elle a instauré une journée mondiale, c'est pour fédérer les efforts, mais aussi pour encourager les dons pour la recherche. Vous avez beaucoup insisté sur l'aspect recherche, j'ai remarqué ce matin. On encourage à travers ces actions de sensibilisation la recherche. Pour la recherche. Tout à fait. Alors qui? Ce sont, c'est l'État. Oui. C'est les moyens. Oui. Et là, il y aura le grand staff de médecins spécialistes. Il y a une mouche qui vous perturbe ce matin. Elle commence à me perturber. Il n'y a pas de souci, je continue. D'où elle vient, on se pose la question. Je continue. Et donc, ce sont avec des médecins spécialistes, tout cancer confondu. On parle de l'oncologie, on parle de l'hématologie, on parle de la gastro, on parle de tout cancer. Mais il y a le problème qui se pose, il ne faut pas s'amuser. Le cancer est méchant. Le cancer, il n'a pas commencé en 1 mois, ou 2 mois, ou 3 mois. Le cancer, il a commencé déjà, l'amaigrissement, la fatigue, le moral. Les gens, ils sont vraiment, il n'y a plus d'appétit. On doit s'inquiéter. Ah non, parce qu'il est fatigué, c'est une grippe. Non, non, non.
même si c'était une grippe. Il faut explorer. Le médecin généraliste, bon, il revient voir son médecin, et donc là, on doit s'inquiéter de l'orienter vers suivant le bilan qu'il a fait, le bilan sanguin. Et là, on avance à traiter, bien sûr, pour la prise en charge et tout ça. Mais moi, je dis une chose, je le dis, pour la prise en charge, c'est la galère. Pas évident. Faute de moyens, faute de produits. Surtout en période de pandémie, ça a aussi perturbé mais non, la période de pandémie, tout ça, il faut s'inquiéter, il faut penser à ces enfants, il faut penser à ces jeunes, la génération, il faut penser à ces vieux qui ne doivent pas souffrir. C'est là la journée mondiale du cancer, ça commence du 1er, le 2, le 3 et le 4 international. Alors là, on est... Mobiliser pour dire attention, voilà. Bien sûr, attention, tous les jours on le dit, mais par ailleurs, avec la pandémie, les choses, ils sont à la galère. Croyez-moi, le CPMC, le Covid, malgré eux, ils ne peuvent pas opérer, ils ne peuvent pas prendre un malade. Si le malade n'a pas de Covid, il va venir à l'hôpital, il va être contaminé, ça va être autre chose. Ce sont des sujets très fragiles, voilà, très fragiles. Et donc, je reviens... moi je dis à toutes les malades qui sont chez eux, calmez-vous. Si les hôpitaux, on vous dit, s'il vous plaît, il y a le Covid, il ne va pas durer, restez pour ne pas venir et vous serez contaminé du Covid. La maladie, elle ne va pas tuer, mais le Covid, elle tue. Alors, essayez de nous comprendre, on est là pour éventuellement, on doit comprendre ces médecins qui travaillent et qui souffrent, je les soutiens et je soutiens même le paramédical. Tout à fait, qui se mobilise félicitations au paramédical de toute l'Algérie qui sont là 24 sur 24 et tous les médecins. Par ailleurs, même la chirurgie, si on opère, c'est en cas urgent. On opère une patient ou une patiente. Mais les rendez-vous parce que j'ai beaucoup de malades qui me disent, voilà, mon rendez-vous, il est reporté. Ne vous inquiétez pas, tant que vous n'avez pas le Covid, vous allez être opéré. Et voilà. Malheureusement. Donc voilà, c'est pour ça que les associations sont ce relais précieux, mais vraiment je le dis et je le souligne, car ils sont ce vis-à-vis aussi qui offre ce son de cloche rassurant, ce son de cloche voilà, qui permet un accompagnement, une orientation à tous les niveaux. Enfin, cela fait une dizaine de jours, j'ai 7 malades qui sont du Sud. J'ai une petite fille qui a un cancer et qui fait un diabète aussi. Elle est venue avec un taux de diabète très élevé. Donc, elle était à l'hôpital. Et là, le professeur m'appelle, il me dit, il faut l'héberger pendant une semaine. Ils sont là à la maison de Nour. Voilà, il faut dire que l'association est dotée de certains espaces d'hébergement. Ah oui, on a une maison d'hébergement de 200 mètres carrés et que je remercie ses donateurs. Monsieur et madame, sans dire le nom, pour le soutien qu'elle a apporté et beaucoup pour les malades de cancéreux de l'Algérie. Et je dirais par ailleurs que je reçois des malades pour leur contrôle. Alors maintenant, si ces malades, ils ne peuvent pas être reçus en ce moment-là dans les hôpitaux ou le CPMC, il y a le Covid. Essayez de nous comprendre. Tant que vous n'avez pas de Covid, alhamdoulilah. Oui, tout à fait. Voilà. Il est vrai, Madame Nour Doha, Gassmi, ça y est, vous incarnez cette association, vous la représentez si bien et si dignement, donc l'association Nour Doha dont vous êtes présidente. Donc Madame Samia Gassmi, merci aussi de nous avoir permis de marquer cette journée consacrée à la lutte et à fédérer l'ensemble des efforts, que ce soit au niveau gouvernemental ou non gouvernemental. Donc à travers vous, on salue tous les bénévoles qui veillent qui sont au chevet de tous les malades atteints de cancer. Voilà. Moi, je salue tous les médecins algériens français qui sont en contact avec nous et qui nous appartiennent. Et je salue aussi Patricia, l'association Passerelle que je fais partie. Je leur dis, voilà, je vais arriver pour récupérer les 400 kilos de médicaments et il y a le Lovinox qu'on va leur amener, Inch'Allah. Très bien, voilà. On en parlait tout à l'heure, santé, effectivement. Meilleure santé à tous, c'est vraiment avec cette phrase vraiment qui est très significative que nous allons vous dire au revoir, Madame Gassmi. Et pour préparer justement le terrain à notre invité suivant qui va nous parler, qui va évoquer le parcours exceptionnel d'une figure emblématique du football algérien, ancien militant du FLN, de cette équipe qui a fait la gloire du FLN, un grand monsieur, donc Abdelhamid Zouba, nous a quittés il y a
2 jours. Les obsèques ont été vraiment spectaculaires. On y revient avec un invité dans un petit moment après ce reportage. Hommage et justement évocation par Mokhtar Hammani à Hamid Zouba. La riche carrière de l'une des légendes du football algérien au lendemain de sa disparition. Hamid Zouba, membre de la glorieuse équipe du FLN, nous quitte, laissant derrière lui une grande et belle histoire à raconter en moins de 20 ans. Avec ses coéquipiers et frères d'armes, Hamid Zouba pouvait passer des heures à parler de ce qui est considéré comme la première formation nationale de football. Nous sommes, pour ainsi dire, les parents de l'équipe nationale de football d'Algérie. Parce que 62, 63, 64, c'est les joueurs de l'équipe du FLN qui ont constitué pour la majorité les équipes nationales de cette époque-là. Bon, après, nous sommes devenus entraîneurs. Donc nous avons continué de servir le football national. Ce devoir de servir justement le football et la cause nationale, Hamid Zouba l'avait dignement appliqué lorsqu'il était joueur professionnel en France au sein du club de Niort. Et au moment où il avait, sans hésiter, rejoint, 13 avril 1958, ses autres compagnons d'armes pour constituer l'équipe du FLN. Une idée de génie qui fera connaître au monde entier la cause nationale à travers le football. On est allé dans des coins où on ne savait pas ce que c'était que l'Algérie, où se situait l'Algérie. On nous demandait est-ce qu'il y a des maisons, est-ce qu'il y a des tramways, est-ce qu'il y a des voitures, est-ce qu'il y avait des endroits où on croyait que l'Algérie c'était la jungle. L'amour pour l'Algérie, Hamid Zouba l'avait exprimé à travers ses prouesses techniques pour séduire et surtout obtenir le respect des grandes équipes. Celui avec lequel nous étions le plus copains, je peux dire, c'est le président du Vietnam, Ho Chi Minh. Et son ministre des Affaires étrangères, Pham Van Dong. On les avait battus à l'époque 7-0. Alors au dîner, il nous dit nous avons battu la France, vous nous avez battus, donc vous battrez la France. Un sourire qui reflète la fierté du devoir accompli et d'une aventure qui ne s'arrêtera pas après l'indépendance, puisqu'il continuera à servir le pays en tant qu'entraîneur national et le triplé historique Coupe Championnat et Coupe d'Afrique des clubs champions avec le Mouloudia d'Alger resteront collés au riche palmarès de Ami Hamid. Et Ami Hamid s'est éteint il y a 2 jours justement. Aujourd'hui, nous rappelons un petit peu cette gloire et cette légende du football avec la présence parmi nous de monsieur Abdelnour Kawa, qui est consultant pour Canal Algérie, donc dans le volet sportif, et qui a connu justement Ami Hamid. Bonjour, tout d'abord je voudrais vous remercier pour votre invitation et parler de Hamid Zouba, Allah yarhamou, ça a été d'abord non seulement de mon entraîneur, mais par la suite qui est devenu un ami. Donc j'ai eu l'honneur de le connaître avant qu'il ne soit au Mouloudia. Je l'ai connu en équipe nationale puisqu'il était entraîneur de l'équipe nationale en 69. Oui. J'étais encore tout jeune. Il était avec Abdelaziz Bentifot, qui était également membre de l'équipe FMN. Et j'ai toujours eu de très bonnes relations, des relations très étroites avec lui, non seulement en tant que joueur, mais par la suite. Il a toujours été de bons conseils, Allah yarhamou. Et c'est quelqu'un d'exceptionnel pour moi. Non seulement il a réussi à nous faire gagner le triplé en 1976, chose qui n'était pas aisée, puisqu'à l'époque, il n'y avait que 5 ou 6 équipes à travers le monde qui avaient réussi à avoir un triplé. Donc on était rentré dans l'histoire avec lui. Je garderai un très bon souvenir. Hamid, pour moi, a fait partie de cette glorieuse équipe FLN. Et ce sont des joueurs qui, à l'époque, avaient sacrifié leur carrière professionnelle pour le pays. Le pays les avait appelés, ils avaient tout laissé. Toute leur carrière, ils l'ont laissé en France. Ils se sont retrouvés en Tunisie où ils ont défendu la cause algérienne à travers le monde. Il était accompagné tout à l'heure de Maouche, justement, Mohamed qui lui aussi a pris part à ce combat en tant que militant. Oui, malheureusement, sur pratiquement l'ensemble des anciens joueurs qui composaient cette glorieuse équipe, il n'y en a plus que 3 qui sont encore en vie, Mohamed Maouche, Rachid Mkhloufi, et je crois que, enfin le 3e, je ne m'en rappelle pas, mais enfin ils sont 3.
On leur souhaite d'abord une longue vie. Donc pour revenir un peu à Hamid Zouba, c'est quelqu'un que j'ai énormément apprécié. D'abord, on est aussi. C'était un sélectionneur charismatique, il l'a été plusieurs fois. Oui, donc, oui. Sélectionneur de l'équipe et coach. La première fois qu'il a été entraîneur de l'équipe nationale, justement, c'était en 1969 avec Abdelaziz Bentif Allah Rahmou. Il a pris 3 ou 4 fois, il a été à la tête de l'équipe nationale. Au niveau du Mouloudia également, il a donné les plus belles années du Mouloudia. Et parallèlement à ça, et par la suite, il a été directeur technique national pendant plusieurs années. On n'oubliera jamais Hamid, même, au même titre que tous les anciens de l'équipe FNL. Je profite justement de cette occasion pour avoir une pieuse pensée à tous ces disparus. Et en même temps, je profite de cette occasion pour présenter mes condoléances également à un ancien joueur de Belabès, Abdi Djilali, qui est un joueur mythique et capitaine d'équipe de Belabès dans les années 60-70. Malheureusement, ainsi va la vie. C'était un contemporain de Zouba, absolument, qui lui aussi a travaillé au sein du club de Sidi Belabès. Tout en étant entraîneur de l'équipe nationale, il était entraîneur-joueur. Oui, à un moment donné, à Belabès, et Abdellah Rahmou Djilali a fait partie de cette grande équipe de Belabès à l'époque. Voilà, c'était la fin de la carrière du joueur. Absolument. Prenez ensuite départ cette carrière d'entraîneur. Il a drivé le Mouloudia d'Alger, entre autres. Et puis il était en duo également avec Ismaïl Kabatou, qui était directeur technique du Mouloudia à l'époque. Il faisait un tandem extraordinaire parce que Hamid Zouba a énormément appris à côté de Ismaïl Kabatou, et Ismaïl Kabatou également a énormément appris. Voilà, on ne sait pas qui héritait quoi de qui. Voilà. Mais l'essentiel, c'est qu'ils ont fait les beaux jours du Mouloudia, c'est ça qu'il faut retenir. Tout à fait. Ce qu'on retiendra aussi, c'est cette histoire, ce public madrilène qui a offert une grande ovation à cette équipe qui était derrière Zouba. Aux années 70, 76, c'était le 75e anniversaire du Real Madrid. Et nous avions été invités, puisque nous étions champions d'Afrique. Donc pour ce tournoi, il y avait l'Argentine qui figurait, qui était championne du monde. Déjà leader en football, oui. Oui, mais qui a été championne du monde en 78, c'est-à-dire 2 ans après. Il y avait l'équipe nationale d'Iran également, qui était qualifiée pour la Coupe du Monde 78. Le Mouloudia, bien évidemment, le Real Madrid. On gardera un très bon souvenir. D'ailleurs, à l'époque, Santiago Bernabéu, qui était président mythique du Real Madrid, d'ailleurs le stade porte son nom actuellement, avait félicité le Mouloudia non seulement pour la qualité du jeu que nous avions produit à l'époque contre le Real de Madrid. On s'était incliné 2-1, et puis on avait fait match nul contre l'Iran. Et il les a fait féliciter un peu non seulement la qualité du jeu, mais aussi le comportement de l'équipe. Et Hamid Zouba, nous a réussi à nous discipliner, à nous donner un style de jeu et à faire du Mouloudia la meilleure équipe d'Afrique. D'accord. Il faut dire que voilà, cette grandeur d'âme, ce caractère, cette personnalité exceptionnelle a eu son retentissement. Enfin, on a vu un petit peu les résultats de tout cet apport, de toute cette vie consacrée au football, de ce combat en faveur du football par Hamid Zouba lors des obsèques. Il y a eu foule, mais alors incroyable. Évidemment, très émouvant ce moment. Oui, c'est une reconnaissance. Oui. Vous savez, Hamid était estimé par tout le monde, par toute la famille du football, et Dieu seul sait si la famille du football est grande. Il y avait des personnalités politiques également qui avaient assisté, entre autres le ministre des Anciens Moudjahidines, le ministre de la Jeunesse et des Sports, beaucoup de cadres de la nation également, et bien sûr ses anciens camarades, il n'y en a plus beaucoup. Et surtout les joueurs qui avaient été entraînés par lui. Donc non seulement au niveau du Mouloudia d'Alger, mais au niveau de l'équipe nationale. Et puis il avait des contacts permanents avec la famille du football. Il ne s'est jamais mis en retrait jusqu'à ce qu'il tombe malade. On perd un grand homme. On le voyait tout à l'heure déjà sur les plateaux de télé, à chaque fois qu'il était sollicité, il offrait sa consultation généreusement. Ah oui, de toutes les façons, c'était un grand connaisseur du football. Voilà. Il a toujours œuvré pour le sport algérien.
On a justement les images des obsèques très émouvantes. Hier, on voit la foule. Ça, c'est au cimetière qui ne peut pas contenir toute la foule, qui était à l'extérieur en attente qui a accompagné, qui a tenu à accompagner vers son ultime demeure cette légende du football. Là, c'est l'oraison donc qui a été prononcée, qui était très émouvante. Oui, qui était par le ministre des anciens Moudjahidines. C'était très, très touchant. C'est la moindre des reconnaissances que l'on peut avoir pour ces hommes qui ont, je vous l'ai dit encore une fois, sacrifié un peu leur vie sportive, leur carrière sportive pour la nation. Oui. Donc c'est un geste qui est resté inoubliable. Et il faut perpétuer un peu, ne pas les oublier, ces gens-là. Ce sont malheureusement la jeunesse d'aujourd'hui, quand on parle de l'équipe FLN, bon, ça fait partie du passé, mais je pense que ce sont des gens qui ont sacrifié leur jeunesse en faveur de la cause. Oui. Absolument, absolument. La cause, ils ont été ambassadeurs, si vous voulez, de l'Algérie pour faire connaître. D'ailleurs, Hamid l'a dit, il avait dit quand ils avaient été au Vietnam, les gens ne connaissaient pas l'Algérie et pas mal de pays à l'époque ne connaissaient pas l'Algérie. Donc c'est un peu grâce à eux, grâce à leur. Tout à fait. C'est vrai. Et puis il faut dire qu'il avait déjà une carrière brillante qui avait commencé en France jusqu'en 58. Oui, il avait joué en Suisse. Ensuite, il avait joué à Nîmes. Il aurait pu continuer, c'est ce que je voulais dire. Bien sûr. Il aurait pu continuer. Il avait un avenir brillant dans ce. Absolument, à l'instar de tous les autres joueurs qui étaient dans les plus grands clubs français. Mais voilà, le choix c'est un choix. Différent. Le choix a été fait en faveur de la nation. Quand on est nationaliste, on ne réfléchit pas. Quand le pays nous appelle, on est au service du pays. Voilà, et il me semble qu'il y a un autre extrait qu'on va découvrir ensemble, justement, qui résume un peu cette oraison funèbre vécue hier lors de l'accompagnement de la dépouille mortelle de Abdelhamid. J'attends les images, c'est pour ça que je me penche un petit peu, mais je crois qu'elles ne sont pas encore prêtes. Mais dès que. Voilà, c'est arrivé là. Voilà. Perd l'un de ces sportifs héros qui se sont illustrés dans plusieurs clubs sportifs à l'étranger et ont hissé le drapeau algérien très haut dans ces différentes manifestations sportives sous l'emblème du Front de Libération Nationale et ont fait entendre la voix de sa cause juste. Le défunt a poursuivi son parcours et ses réalisations en dirigeant des clubs sportifs algériens et en entraînant à plusieurs reprises l'équipe nationale de football. Avec le décès de Abdelhamid Zouba, c'est une autre bougie qui s'éteint, une autre page de l'histoire de la glorieuse équipe du FLN qui est tournée. L'ancien joueur de l'équipe de football du FLN et entraîneur national Abdelhamid Zouba nous a quittés hier au bout d'un long parcours de militantisme au service de la nation. Voilà, donc c'est vrai que ce serait difficile de résumer un tel parcours dans cette séquence dédiée justement à l'hommage à Hamid Zouba dans notre émission. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment c'était une véritable légende. Absolument, madame. Vous savez, Hamid Zouba, j'ai eu l'insigne honneur et le privilège pratiquement de connaître tous les anciens joueurs de l'équipe FLN. Hamid Zouba plus particulièrement, puisque on a travaillé ensemble. Moi, j'ai été athlète à l'époque, pendant plus de 3 ans au Mouloudia. C'est là où on s'est découvert en quelque sorte. Et j'ai toujours gardé de très bonnes relations avec lui. On se téléphonait très souvent. J'ai eu l'occasion d'aller le voir quand il était tombé malade, au début de sa maladie. C'est un grand monsieur, non seulement un grand monsieur, non seulement un grand footballeur, un grand entraîneur, mais surtout quelqu'un on pouvait parler de n'importe quoi avec lui, il était toujours là pour donner des conseils, de bons conseils d'ailleurs. Et vous savez, c'est très difficile. C'est vrai que la mort est quelque chose de douloureux quand on côtoie des personnes comme cela, parce que il est très difficile aujourd'hui de retrouver ce genre de personnes qui ont souffert, qui ont tout donné pour le pays. Vous savez, aujourd'hui, si jamais par exemple on touche à un joueur, on lui dit voilà, le pays a besoin de toi, tu dois tout quitter et réfléchir à 2 fois. Là, ils n'ont pas réfléchi, ils se sont tous retrouvés en Tunisie et par la suite, c'est grâce à eux, au lendemain de l'indépendance, c'est eux qui ont pris les destinées du football algérien. Ils ont donné le maximum. D'ailleurs, tous les titres que l'Algérie avait eus, c'était tous des anciens joueurs de l'équipe FNN.
bien évidemment parmi eux Hamid Zouba qui a clôturé un peu tous ces titres-là par un triplé par qui le est resté, triplé voilà, justement du championnat d'Afrique. Qui est resté légendaire oui. en Algérie. Bon, par la suite, il y a eu beaucoup d'équipes qui ont eu des triplés. Mais là, le Mouloudia a toujours été à l'avant-garde, non seulement de par sa création en 1921, et surtout avec ce fameux triplé en 1976. Voilà, il a posé au même titre que ses collègues de l'époque, de cette équipe glorieuse du FLN, justement, les jalons du football en Algérie, on peut le dire ainsi. Ah oui, ben, au lendemain de l'indépendance, les destinées du football leur avaient été données. Oui. Quand on revoit un peu tous les entraîneurs qui avaient pris les plus grandes équipes algériennes, hein, ils ont tous donné des titres, à l'image de Ahmed Kelmali Rahmou, Aribi Assitif, Saïd Amara, Rachid Moukhloufi qui a donné les Jeux méditerranéens en 75 et les Jeux africains en 78. Donc, on peut, pour tous les citer, moi ce que je garde comme souvenir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu l'immense honneur et le privilège de les connaître, de les côtoyer, bon, certains plus que d'autres, mais Hamid Zouba, pour revenir un peu à lui, puisque on l'a enterré hier, je garderai un très bon souvenir et il reste inoubliable pour moi. Absolument. En tout cas, vous êtes nombreux à l'avoir côtoyé, l'avoir apprécié, l'avoir aimé aussi. Donc, pour vous faire plaisir justement et pour faire plaisir à tous les fans qui ont aimé et approché de Hamid Zouba, on leur offre la possibilité de réécouter sa voix tout de suite dans cet extrait de l'épopée de l'équipe du FLN et on revient juste après. On est allé dans des coins où on ne savait pas ce que c'était que l'Algérie, où se situait l'Algérie. Alors on nous demandait est-ce qu'il y a des maisons, est-ce qu'il y a des tramways, est-ce qu'il y a des voitures, est-ce qu'il y avait des endroits où on croyait que l'Algérie c'était la jungle. Celui avec lequel nous étions le plus copains, je peux dire, c'est le président du Vietnam, Ho Chi Minh. Et son ministre des Affaires étrangères, Pham Van Dong. On les avait battus à l'époque 7-0. Alors au dîner, il nous dit nous avons battu la France, vous nous avez battus, donc vous battrez la France. C'est diplomatique. Hein. Oui, c'était le Hadj Malaisak, effectivement, qui accompagnait donc ce documentaire consacré à l'équipe du FLN et son épopée. Donc, justement, tout à l'heure, dans la dernière séquence de l'émission, nous parlerons aussi de cette amitié algéro-vietnamienne, donc une grande histoire d'amour entre les deux équipes et les deux pays, les deux nations qui ont lutté contre, justement, le même colon. Et donc, aujourd'hui, nous évoquons la mémoire d'Abdelhamid Zouba. Donc, il a marqué les esprits, on le sait. Il était charismatique, mais il avait beaucoup d'humour, paraît-il. Oui. D'ailleurs, en dehors, bien sûr, des entraînements et des matchs où il a été très strict, très sévère, c'était un ami, on rigolait avec lui. Je vais vous raconter 2 anecdotes, si vous permettez. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, on avait joué en Coupe d'Afrique, bien entendu, en 1976. Donc, on avait joué le Ahli du Caire au 5 juillet, que nous avions battu 3-0. Le Ahli du Caire était content de ce score-là, parce qu'il y avait des joueurs qui étaient absents, qui ne s'étaient pas déplacés sur Alger. Donc, au match retour, ils avaient un entraîneur qui s'appelait Idé Kouti, c'était un Hongrois, qui était un grand entraîneur, hein, qui était connu à travers la planète du football. Et donc, on a réussi à nous qualifier au Caire, avec un stade archi-comble. Et à la fin du match, l'entraîneur est venu, Idé Kouti est venu vers Zouba. Il avait une très belle montre qu'il lui a offert, il l'a enlevé de son poignet, il l'a donné, il lui dit « Mbrok alikum al-Kas ». Hamid était étonné, il te dit on est en 8e de finale. Oui, on n'a pas encore fini. Oui, on n'a pas encore fini. Il lui dit « Non, vous allez remporter la Coupe d'Afrique ». Donc voilà, c'est un témoignage quand même assez fort. Et au cours justement d'un match également, par la suite, après le Ahli du Caire,
on avait joué l'équipe de l'UO Union, une équipe kenyane, qu'on avait battue 6-3 au 5 juillet. Et en première mi-temps, nous avions le joueur Draoui qui n'avait pratiquement pas joué, il était inexistant en première mi-temps. Donc à la mi-temps, il l'a savonné et il l'a remis. Il lui dit bon, Mohamed, ils sont en train de jouer à droite, ils ne me donnent pas le ballon. Il lui dit, tu sais pas aller chercher le ballon, donc tu as intérêt à te bouger en deuxième mi-temps. Oui. Et ben en deuxième mi-temps, Aïssa Draoui a fait une deuxième mi-temps extraordinaire. Et à la fin du match, il me dit voilà, il faut te secouer un peu. Voilà, c'est dire un petit peu. Non, c'était quelqu'un d'extraordinaire, oui. Hamid. Hein. Oui, voilà, c'est dire la dimension humaine de cette légende du football. C'était un plaisir en tout cas d'avoir votre témoignage, cet hommage que vous venez de lui rendre, Allah yarhamou. C'est la moindre des choses que l'on puisse faire hein, pour commémorer quand même. Bon, il fait partie, c'est quelqu'un de mythique, hein, au même titre que d'ailleurs tous les anciens de l'équipe FLN. Absolument. Merci Abdelnour Kawa donc, pour cet éclairage autour de la personnalité, le parcours et la carrière de Abdelhamid Zouba. Nous rappelons à ceux qui viennent de nous joindre qu'il nous a quittés il y a de cela 2 jours, voilà, inhumé hier justement face à une foule vraiment nombreuse qui est venue saluer, voilà, le saluer pour sa, voilà, l'accompagner plutôt pour sa dernière et ultime demeure. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie, madame. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah yarhamou. Donc, paix à son âme et condoléances à toute la famille du football et sa famille en particulier. Restez avec nous, mesdames, messieurs. On voyait justement les témoignages tout à l'heure d'Abdelhamid Zouba évoquant justement cette amitié algéro-vietnamienne. Et justement, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir la présidente de l'association algéro-vietnamienne, en l'occurrence Yamina Mihoubi, qui viendra nous parler des nouvelles les plus récentes de cette association. Merci d'être avec nous encore une fois et à tout de suite. Après ce petit voyage au cœur du Tassili Nadjer, j'ai plaisir à recevoir ici présente donc Yamina Mihoubi avec moi, donc présidente de l'association algéro-vietnamienne. Bienvenue. Merci, je vous remercie pour votre invitation. Merci. Donc vous avez hérité des yeux de votre maman, n'est-ce pas, hein, Mihoubi? Bon, ça se voit un peu, non? Ça se voit. Vous avez hérité. Votre maman est vietnamienne, votre père est algérien, n'est-ce pas? Effectivement. Donc je suis issue d'un mariage mixte. Donc ma mère est vietnamienne et mon père est algérien.
Très bien. Une belle histoire d'amour est née entre vos parents. C'était en Algérie ou au Vietnam? Au Vietnam. C'était au Vietnam. Et c'est vrai, beaucoup d'Algériens ont pris part à la guerre, justement, ont soutenu voilà, cette nation, le Vietnam en l'occurrence, n'est-ce pas? Effectivement, et donc je suis fière. Oui. Effectivement, cette contribution a valu à l'Algérie un rang amical. Vraiment, elle s'est tissée au rang d'amis de la nation vietnamienne depuis fort longtemps. Oui, amical et très fraternel entre les deux pays. Il faut dire qu'on luttait contre un ennemi commun aussi. Donc, effectivement. Tout à l'heure, il y a eu une gloire du football qui disait qu'il y avait eu un match, justement, Ho Chi Minh était présent à ce match. L'Algérie a battu le Vietnam lors de cette compétition amicale. Et c'est là où les Algériens ont sorti cette phrase en disant, voilà, vous nous avez battus, donc vous battrez les Français. Et ce fut fait, effectivement. Oui. Effectivement. Donc aujourd'hui, vous êtes avec nous pour parler de cette association qui est née, on dira, il y a de cela une vingtaine d'années à peu près. Au fait, l'association, elle a toujours existé, mais pas avec le caractère d'association. Au fait, c'était toujours, il y avait toujours une communauté vietnamienne en Algérie. À l'époque, c'était plutôt nos mamans qui étaient encore jeunes, donc qui essayaient de préserver le relationnel et donc par des visites. Par des invitations au niveau de l'ambassade, donc par rapport à des célébrations, à des fêtes comme le Nouvel An ou d'autres occasions. Mais bon, avec le temps, comme nos mamans ont vieilli et donc elles ne pouvaient plus se déplacer et avoir la même énergie. Et donc, on a pensé plutôt à inclure la génération, la première génération, et aussi la deuxième génération. Et donc c'est à ce moment-là que ça a pris le caractère d'association. Et donc, pour essayer de non seulement préserver ce qui a été fait par nos mamans, mais aussi de développer cela et de développer certaines activités. Tout à fait. Donc, ça vous a permis, en fédérant ces efforts, de pouvoir créer votre propre cycle d'activités et d'événements que vous avez créés au même titre que vos parents. Donc, l'héritage a trouvé continuité à travers vous. Donc, la plupart d'entre vous êtes issus de mariages mixtes et essayez justement d'allier entre les deux cultures. Il y a beaucoup de différences entre les deux cultures? Dites-moi. Entre la baguette et la cuillère, je dirais oui. Je dirais oui. Tout à fait, c'est vrai, hein, c'est difficile. Voilà. Ce n'est pas du tout la même façon effectivement d'aborder son plat que qu'on ait des baguettes à la main ou une cuillère, c'est complètement différent, effectivement. Mais bon, ça peut être très intéressant et complémentaire aussi. Ça peut aussi apporter une personnalité avec vraiment des spécificités, n'est-ce pas? Oui, non, mais tout à fait. Et donc c'est ça, c'est cet aspect qu'on essaye un peu de véhiculer, donc de dire que bon, c'est des cultures différentes, mais aussi qui peuvent être complémentaires. Et donc aujourd'hui, les populations sont ouvertes vers le monde, donc voilà, donc il y a un intérêt d'avoir cet échange, et nous, on ne peut être que des ambassadeurs. Tout à fait. Donc, on parlait tout à l'heure de la célébration du Nouvel An. On ne parle pas du Nouvel An grégorien, on parle bien sûr du Nouvel An chinois ou asiatique plutôt, parce que ce n'est pas que la Chine qui est concernée. Effectivement. Mais bon, c'est le terme qui est le plus répandu à travers le monde. On parle de Nouvel An chinois. Et donc, chaque année, vous célébrez cette belle fête. Oui, qui a un nom particulier d'ailleurs au Vietnam. Oui, au Vietnam, c'est la fête du Tet. Donc c'est typique vietnamien, donc on l'appelle Tet. Donc effectivement, on le célèbre chaque année de la même manière qu'on célèbre le Nouvel An. Et donc c'est aussi on l'appelle aussi le Nouvel An lunaire. Et ça se fête entre la dernière semaine du mois de janvier et
3 semaines qui est du début de février. Voilà. Et donc, chaque année, l'ambassade du Vietnam organise une fête pour inviter justement tous les ressortissants vietnamiens en Algérie ou les générations, première, deuxième génération et autres, pour assister à cette célébration. Oui. Donc cette année, cette célébration s'inscrit sous le thème du tigre, c'est-à-dire qu'on est à l'année du tigre. Qu'est-ce qu'évoque le tigre pour vous? Le tigre, qu'est-ce qu'il évoque? J'espère qu'on aura sa force pour combattre le Covid. Ça c'est bien dit. Ça c'est bien dit. Il faut dire que vos efforts, vos contributions en tant qu'association vous ont valu la reconnaissance de l'ambassade qui a trouvé en vous un véritable allié pour l'organisation de pareils événements ou même d'autres événements culturels. Effectivement, donc à ce sujet, j'ai reçu un honneur de l'ambassade du Vietnam. Vous l'avez même amené avec vous? Oui, je l'ai même ramené avec moi. Donc c'était un certificat d'honneur, donc en guise de reconnaissance pour mes contributions et tous les efforts que j'ai apportés, non seulement pour préserver tout ce qui est relations et culture, mais aussi de contribuer au confort du staff vietnamien en Algérie, donc en les encourageant à connaître notre culture et découvrir aussi l'Algérie. Oui, il y a aussi ces voyages initiatiques quelque part, quand on retrouve la terre de ses ancêtres, quand on part vers le Vietnam. Là aussi, vous avez eu vos contributions, votre aide à tous ceux qui ont voulu connaître leur passé, n'est-ce pas? Vous en faites partie, vous avez cherché votre passé, votre famille, la famille de votre maman. Oui. Donc, c'était un challenge pour moi, donc je suis partie au Vietnam en 2009 et j'ai retrouvé les parents de ma mère. C'était vraiment un exploit parce que depuis que maman est rentrée en Algérie, donc elle avait perdu le contact de sa famille. Elle est venue en temps de guerre. Oui, effectivement. Et donc voilà, donc c'était un challenge et j'ai réussi. Et justement, je profite de ce plateau pour encourager tous les autres cousins cousines que je salue et de ne pas se décourager et de continuer les recherches parce que il y a une émotion et des sentiments qui sont indescriptibles. Donc retrouver sa famille, la famille de sa mère et ses origines, c'est un sentiment dont je n'ai pas trouvé un adjectif jusqu'à présent. J'imagine que vous vous sentez pleinement algérienne, vous qui êtes née sur ce sol, qui avait un papa algérien, mais est-ce que que ressentez-vous lorsque vous pensez au Vietnam? Je sens cette appartenance. C'est juste pour vous donner une idée, quand j'ai mis les pieds au Vietnam, donc je me sentais pratiquement plus algérienne que vietnamienne à ce moment-là. Mais dès que j'avais mis le pied sur la terre du Vietnam, c'était un sentiment incroyable que j'avais ressenti et du coup, je me sentais plus vietnamienne que algérienne. Donc, dès que j'entendais un peu de musique, ça me donnait des frissons. J'entendais les gens parler, ça me donnait des frissons. Et donc, je dis que c'est moitié-moitié. Et ça explique tous les événements culturels que vous avez organisés depuis, notamment pour une meilleure connaissance de l'art culinaire vietnamien, de la langue vietnamienne, des petits stages que vous avez offerts à ceux qui étaient curieux. On vous remercie en tout cas. On a passé un excellent moment. On a pu découvrir une culture qu'on ne connaissait pas. Et puis l'existence de cette association, l'association algéro-vietnamienne à travers vous. Merci beaucoup, Yamina Miroubi. Je rappelle que vous êtes la présidente de cette association. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invitée et m'avoir donné cette occasion. Voilà, comment on dit bonne année en vietnamien?
Tchukman Namwe. Tchukman Namwe également. Donc, bonne et heureuse année à tous les membres de cette association, à tous les Vietnamiens et les Algériens, où qu'ils soient. Merci infiniment. Merci. Donc, notre invitée vient de dire un mot-clé. Voilà, j'espère que l'année du Tigre sera l'année où l'on combattra et battra le Covid-19. Et ben, c'est le moment aussi de balancer un spot de publicité, un spot de sensibilisation qui contribue justement à cet effort. Merci encore une fois d'être avec nous, mesdames, messieurs. Ce spot qu'on vient de suivre s'achève sur une terre bien verdoyante. Donc la planète est bien verdoyante grâce aux efforts des êtres humains qui essayent de préserver cette verdure, cette vitalité de la terre. Et aujourd'hui, nous parlerons justement d'environnement avec Kenza Nechal qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Et bonjour. toute vêtue de vert d'ailleurs. Exactement, en thème. Voilà, en thème. Bon, bien sûr, c'est vrai qu'on a tendance à être éclipsé un petit peu par cette actualité de la Covid et du coronavirus. C'est vrai qu'on souhaite un prompt rétablissement à toutes les personnes atteintes du virus, à tous ceux qui luttent contre la maladie au quotidien et ceux qui veillent au grain également, donc le personnel de santé en l'occurrence. Merci d'être avec nous, Kenza Nechal. Avec joie. Vous avez, voilà, moi aussi, bon, ben, vous avez coutume de discuter avec Nour Louda Bouzgaou de l'action citoyenne, de l'implication de la société civile dans notre vie au quotidien. Aujourd'hui, vous avez choisi le thème, le rôle des associations dans la préservation et la protection de l'environnement. Donc, il faut savoir que malgré la crise de la Covid, les associations engagées dans la protection de l'environnement ne se sont pas du tout arrêtées. Et là, il y a une nouvelle dynamique. On parle d'économie verte, on parle d'entrepreneuriat vert. Là, j'aimerais, avec vous, aujourd'hui, dans notre chronique, justement, partager avec vous quel est ce rôle des associations. Donc, pour commencer, on va commencer par la base, qui est tout d'abord la Constitution. Que prévoit la Constitution justement par rapport à la préservation de l'environnement et surtout le rôle des individus et des associations? Donc dans son article 64, le citoyen a droit à un environnement sain dans le cadre du développement durable. Et encore, il y a une loi, donc la loi détermine les obligations des personnes physiques et morales pour la protection de l'environnement. Donc là, ça c'est la Constitution. Donc être dans un environnement bien et sain, c'est un droit
constitutionnelle. Exactement. Par la suite, suite à cela, donc il y a une loi qui régit justement la protection de l'environnement. Donc c'est la loi, la deuxième loi, donc c'est la loi 0307 qui, elle, prévoit justement tout ce que peuvent faire les individus ou encore les associations pour la préservation de l'environnement. Donc là, tout d'abord, il y a un premier cadre qui est d'être là, d'accompagner, de sensibiliser, mais aussi dans un autre lieu, l'association peut justement se porter autant que partie civile pour protéger l'environnement. Et donc là, donc ça, c'est ce que prévoit la loi algérienne. Donc, c'est-à-dire un projet qui menace mon quartier, qui menace aussi la collectivité, je peux, voilà, en tant que société civile, porter plainte carrément et dénoncer des agissements ou des abus. Exactement. Et puis aussi même demander des dommages et intérêts justement par rapport à tous ces effets néfastes qu'a pu causer cet individu, donc que ce soit une entreprise ou autre. Donc là, on la voit en image, donc la loi qui stipule ceci. Et par la suite, donc concrètement, quand on va sur le terrain, donc que font justement les associations? Donc nous avons la première action, et là depuis des années et des années, c'est la sensibilisation. Oui. Donc quand c'est le premier volet. Ça c'est le premier volet, ça c'est le premier pas justement que fait une association, un collectif, la société civile de manière générale. Donc la première action, donc c'est la sensibilisation. Donc on peut aller donc la sensibilisation mais par la pratique. Par exemple, si on parle de notre pays, avec notre pays continent on a les ressources en eau, on a le Sahara, on a les espaces verts ou encore les cités. Donc là on peut faire des campagnes de parcs naturels. Surtout. Avec une faune et flore des plus riches. Exactement. Même des espèces endémiques. Exactement. Des zones humides. D'ailleurs, avant-hier, c'était la journée mondiale des zones humides, où par exemple la région de Skikda compte l'une des plus importantes zones humides qui comporte les plus importantes sortes d'oiseaux justement dans cette zone-là qu'il faut absolument préserver. Donc, que font les associations? Donc, par exemple, on fait directement des campagnes de nettoyage. On fait aussi des ateliers avec la petite enfance parce que c'est justement le citoyen de demain. Il y a aussi, on peut faire aussi carrément des campagnes de reboisement tout en faisant tout cela en collaboration. En impliquant toujours l'enfance. En impliquant l'enfance, en impliquant le citoyen, en impliquant les autorités, en collaborant avec les autorités locales, mais aussi avec les opérateurs économiques. Donc ça, c'est pour ce qui est sensibilisation. Mais on peut aussi aller à un autre niveau qui est dans la recherche scientifique, donc en impliquant l'université, ceci à travers des ateliers, à travers des conférences avec l'université. Encore à chaque fois, on revient toujours vers cette démocratie participative en collaborant entre institutions et opérateurs économiques. Donc et ça, c'est pour la première justement action. Chaque année à l'émergence de projets novateurs dans le domaine de l'environnement. Tout à fait. On a eu justement à en recevoir quelques-uns sur ce même plateau. Exactement. Et donc, Radia, devant cela, devant cette première action, nous sommes face à de l'information. Pour être plus concrète, quand on va par exemple faire une action de nettoyage dans une plage, là on a un petit peu une estimation de la quantité des déchets qui sont sur place, la nature de ces déchets ou encore d'où viennent cette source de déchets. Et donc là nous sommes en face d'une information que détient la société civile à travers son action sur le terrain qu'il ne faut pas laisser de côté. C'est une information qu'il faut utiliser pour justement protéger et donner surtout des solutions. Et là, on vient à la deuxième action. Donc, avant d'entamer la deuxième action, permettez-moi de saluer les efforts des éboueurs de la mer chaque année. Cette action menée par la radio algérienne et aussi les associations qui ont en charge la protection de l'environnement, notamment l'association Récif. Exactement. Voilà. Et ils sont là, ils se mobilisent à travers les différentes wilayas pour la sauvegarde de notre littoral. On les salue bien bas. On les salue bien, mais aussi à toutes les autres associations qui activent sur le terrain. Donc la deuxième action, c'est de tirer la sonnette d'alarme. Parce qu'une fois qu'on voit, donc voilà, on a toute cette information-là, il faut tirer la sonnette d'alarme. Et la loi peut nous protéger autant qu'association justement pour tirer cette sonnette d'alarme. Donc quand on dit tirer sonnette d'alarme,
effectivement, on peut aller vers carrément la justice, mais on peut aller de manière voilà, plus collaborative, qui est carrément d'être sur la sphère de prise de décision, ou encore avec les autorités locales. C'est-à-dire, quand il y a par exemple une autorité, les autorités locales, on a plein actuellement, surtout après la crise de la Covid, il y a eu des coordinations d'associations qui se sont créées dans les daïras à travers l'échelle nationale. Ces espaces-là sont justement des espaces où il faut parler et tirer cette sonnette d'alarme quand il y a une atteinte sur l'environnement. Et là, une fois, donc il y a tiré la sonnette d'alarme. Par la suite, action 3, donner des solutions concrètes. La société civile est toujours orientée solutions pour donner justement des solutions durables à la préservation de l'environnement. Donc là, l'action 3, c'est une force de proposition et une créatrice de recherche. Et ça, c'est la définition même de la société civile. D'ailleurs, c'est une phrase que j'ai bien apprise et c'est surtout que j'ai eu la chance justement de le voir sur le terrain à travers la Fondation Objectif, la Fondation Nestlé, c'est qu'effectivement, les associations sont créatrices, elles sont force de proposition et créatrices de richesse. Donc, quand on parle de la création de richesse, donc, nous avons en premier lieu, c'est d'abord en concertation, donc des tables rondes avec les autorités locales ou les opérateurs économiques, dans le sens où on est là à proposer des solutions. C'est-à-dire, on a une problématique, par exemple, un certain déversement, un déversement pollueur dans une nature quelconque, et là, il faut trouver des solutions ensemble. Donc, quand on parle solution civile, société civile, pardon, c'est aussi impliquer l'université, les chercheurs qui font beaucoup d'efforts et qui font beaucoup d'articles, et il faut qu'ils soient orientés aussi. Surtout. Les médias sont le véritable relais à tous ces sons de cloche. Exactement. Donc là, il y a c'est de faire des tables rondes, être dans la sphère de prise de décision, quel qu'en soit le niveau, donc que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau ministériel, ou encore dans les conseils ou dans les comités de préservation. Vous savez, quand on va vers la loi de préservation de l'environnement, que ce soit celle de 2003 ou encore celle de rectifier encore en 2006, il y a beaucoup justement de comités, et même jusqu'à ce jour, il y a beaucoup de comités comme ça spécifiques qui se concentrent sur une thématique bien précise, c'est des comités qui sont initiés par le gouvernement. Il est très très important d'impliquer tous les autres acteurs, car le gouvernement seul ne peut pas porter cette lourdeur justement, car la protection de l'environnement est responsabilité de tous. Donc il y a premier lieu, donc c'est être dans les sphères de prise de décision, mais aussi on parle actuellement d'entrepreneuriat vert. Donc quand on parle d'entrepreneuriat vert et surtout d'entrepreneuriat social, d'où le rôle des associations. Donc, par exemple, un exemple concret, quand on a une association qui fait un nettoyage, une action de nettoyage, donc là, elle est devant des déchets. Effectivement, elle fait impliquer des entreprises qui sont dans le recyclage, mais l'association en question, elle peut elle-même s'autofinancer. Donc actuellement, il n'y a pas encore la loi qui peut laisser l'association à faire ça, mais de toute façon, et prochainement, Inch'Allah, il y a une rectification de la loi, de sorte à ce que les associations puissent être justement autonomes. Donc on attend juste que la loi sorte et qu'elle soit approuvée, mais l'appel des associations est que justement que ces associations deviennent autonomes, qu'elles ne puissent plus rester et attendre les subventions de l'État. Donc il faut qu'elles deviennent autonomes, et ceci, l'entrepreneuriat vert ou social encourage cela. Donc on peut aller dans le recyclage, on peut aller dans l'écotourisme. Vous savez, actuellement avec la crise de la Covid, on ne peut plus aller à l'étranger, donc on a la jeunesse qui s'est reconvertie vers le tourisme local, donc là on peut aller vers l'écotourisme. Bref, donc la troisième action, c'est d'aller justement vers cet entrepreneuriat solidaire et social. Enfin, et par la suite, donc nous avons la quatrième action, qui est la diplomatie de la société civile. C'est-à-dire que par exemple la présence comme on le voit en image, donc la présence de la société civile dans par exemple les plus grands événements planétaires. Les grands événements planétaires, parce qu'il faut savoir qui c'est actuellement qui est en train de souffrir du changement climatique. C'est justement les zones ou les régions secs. Donc par exemple l'Afrique.
c'est pas normal que l'Algérie ou les pays de l'Afrique mettent la même taxe africaine comme les autres taxes européennes. Ils sont pas autant pollueurs, bien au contraire, c'est eux subissent la pollution. Ils sont en train de subir des autres, donc c'est pas normal. Et c'est là où intervient justement le rôle de la société civile dans ce genre cette diplomatie de la société civile est extrêmement importante justement pour bien positionner l'État, évidemment, tout en étant à côté du gouvernement. Et puis après, donc maintenant pour ceux qui sont en train de nous regarder, peut-être qu'ils nous posent la question, qu'allons-nous faire, d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout cela? Premièrement, c'est de vous orienter vers l'association la plus proche, parce que croyez-moi, étant jaloux de notre pays, même les associations humanitaires, vous allez toujours les voir s'orienter vers la protection de l'environnement, mais n'empêche, toujours est-il qu'il y a toujours, alors vous pouvez aller vers les associations la plus proche, vous avez les clubs verts, les maisons de l'environnement, ou encore par exemple, on a l'Agence nationale des déchets qui a initié deux différentes plateformes. Donc, par exemple, vous avez l'application DIF. Donc, c'est une application téléchargeable où vous pouvez carrément prendre en photo quand il y a une atteinte à l'environnement, ou encore, parlons toujours de cette économie verte et surtout pour cette richesse de recyclage des déchets. Donc, vous avez Bourse.1 des Points des Indes, qui est une plateforme justement pour les déchets industriels, c'est une plateforme très très simple à utiliser. Donc, vous êtes qui met en lien entre celui qui détient les déchets et celui qui peut recycler justement ces déchets. Voilà, merci infiniment, voilà qui est bien résumé. Kenza Nechar, merci infiniment pour cet éclairage. C'est quoi cette dernière image? Alors la dernière image justement, faisant face à la crise de la Covid, donc l'Observatoire national de la société civile qui lance donc à partir du 8 février une campagne nationale pour justement la lutte contre la propagation du Covid, donc en collaboration évidemment avec toutes les associations, donc pour tous ceux qui veulent... y compris celles qui sont versées dans l'environnement, donc qui mettent en veille leur activité principale au service de cette campagne. Exactement. Merci Kenza Nechar, on arrive au terme de l'émission et franchement merci. Merci pour cet éclairage. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée, ainsi que tous ceux qui nous suivent ce matin et qui sont fidèles pour certains, donc merci infiniment. Je vous souhaite une excellente fin de journée avec la suite des programmes de Canal Algérie. Bon vendredi à tous et à très vite.